Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Un cargo iranien, un destroyer américain, un canon naval de 5 pouces pointé directement vers la salle des machines. Et puis, pour la première fois dans l'ensemble de ce conflit, les tirs sont allés dans les deux sens. C'est ce qui s'est produit dans le golfe d'Oman le 19 avril 2026. Et c'est le chiffre qui change tout. Pas le nombre de missiles, pas le bilan des frappes aériennes, pas les communiqués diplomatiques venus d'Islamabad. Le chiffre qui change tout, c'est un engagement naval direct entre les forces militaires américaines et iraniennes dans les eaux internationales. Parce qu'une fois que ce chiffre devient 1, même la mise en scène la plus bruyante en salle de presse ne peut plus le ramener à 0 par la parole. Parce qu'une fois que ce chiffre devient 1, la logique qui a empêché ce conflit de devenir quelque chose de beaucoup plus vaste commence à se désintégrer. Et elle se désintègre d'une manière qu'aucun communiqué du Pentagone ne peut contenir. Une phrase bien polie derrière un lutrin peut étirer un titre pendant un cycle de nouvelles, mais elle ne peut pas comprimer un échange naval réel en slogan bien rangé. Personne, sur les chaînes d'information en continu, ne fait le calcul économique complet de ce que signifie un échange naval direct entre les États-Unis et l'Iran. Ni pour les 20 et 1 million de barils par jour qui transitent par le détroit d'Ormuz. Ni pour les 39 billions de dollars de dettes américaines qui dépendent d'un accès maintenu à l'énergie du Golfe. Ni pour le prix que vous allez payer à la pompe et à l'épicerie avant la fin de la semaine. Voici à quoi ressemble la version officielle. Le MV Tuska est un cargo battant pavillon iranien, long de 900 pieds, soit à peu près la taille d'un porte-avions. Il a quitté Port Klang, en Malaisie, à destination de Bandar Abbas, le principal port commercial iranien sur le golfe Persique. Il figurait déjà sur la liste de sanctions de l'OFAC du département du Trésor des États-Unis avant même le début de ce conflit. Le 19 avril, agissant sous l'autorité du blocus naval du CENTCOM, le destroyer lance-missile de classe Arleigh Burke USS Prudence a intercepté le Tuska dans le golfe d'Oman. Il a ensuite ordonné au navire de changer de cap. Pendant 6 heures, le Tuska a maintenu sa route. 6 heures d'avertissement radio. 6 heures où la formation navale la plus coûteuse de l'histoire humaine demandait à un cargo de faire demi-tour. Le cargo n'a pas fait demi-tour. À ce moment-là, l'USS Prudence a tiré avec son canon naval Mk-45 de 5 pouces directement dans la salle des machines du Tuska. Cela a mis hors service son système de propulsion. Des hélicoptères provenant du navire d'assaut amphibie USS Tripoli ont ensuite déployé des marines des États-Unis sur le pont par corde. Et le navire a été placé sous contrôle américain. Le président Trump a confirmé publiquement l'opération. Il a indiqué que le navire tentait de briser le blocus et que cela s'était mal terminé pour le bâtiment. Pour une Maison-Blanche qui traite souvent la force comme un instrument de communication, même la saisie d'un navire peut finir par ressembler étrangement à un théâtre de campagne avec radar. Maintenant, faites les calculs. Parce que l'opération Tuska n'est pas l'histoire d'un seul navire, c'est l'ouverture d'une nouvelle réalité mathématique. Le blocus naval américain des ports iraniens est en vigueur depuis le 13 avril. Dans la semaine qui a précédé l'engagement du Tuska, le CENTCOM avait contraint 25 à 27 navires commerciaux qui tentaient d'atteindre les eaux iraniennes à rebrousser chemin. 25 à 27 navires ont fait demi-tour, sans qu'aucun tir ne soit effectué. C'était le schéma opérationnel. C'était l'équilibre que les marchés mondiaux du transport maritime avaient commencé à intégrer dans leurs prix. Inconfortable, perturbateur, économiquement dommageable, mais contenu. Aucun tir, aucune victime, aucun échange militaire direct. Le 19 avril a mis fin à cet équilibre de façon permanente. Et quand un équilibre naval prend fin avec un obus de 5 pouces envoyé dans une salle des machines, les conséquences se propagent. Elles se propagent dans tous les calculs que le transport maritime mondial, les marchés de l'énergie et les évaluateurs du risque souverain effectuent depuis le début de ce conflit. Voici pourquoi. L'opération Tuska a établi une nouvelle règle d'engagement que toutes les compagnies maritimes, tous les négociants en énergie et tous les stratèges navals du monde ont désormais enregistré. La marine des États-Unis tirera sur les navires qui tenteront de briser le blocus. Pas seulement les avertir, pas seulement les suivre, pas seulement les repousser. Tirer. C'est le moment où la dissuasion cesse de ressembler à une politique et commence à ressembler à l'une de ces conférences de presse, à l'ère Trump, où le ton monte plus vite que les faits. Ce changement de règle a des effets immédiats et quantifiables sur les 20 et 1 million de barils de pétrole brut et les 20% du gaz naturel liquéfié échangé à l'échelle mondiale qui transite chaque jour par Ormuz. Parce qu'il dit à chaque capitaine de pétrolier, à chaque assureur maritime et à chaque opérateur de cargaison dans le monde que le coût d'une tentative de transport dans cette zone comporte désormais une nouvelle variable, la probabilité de recevoir un obus naval dans la salle des machines.
Les primes d'assurance pour les navires opérant dans le golfe Persique avaient déjà grimpé de façon astronomique avant le Tuska. Après le Tuska, elles sont en train d'être recalculées à partir de zéro. Et quand les primes d'assurance bougent, les tarifs d'expédition bougent. Et quand les tarifs d'expédition bougent, le coût de tous les produits transportés par mer bouge aussi. Le pétrole, le gaz naturel liquéfié, les engrais, les céréales, les biens manufacturés, l'électronique grand public, tout. Restez avec moi. Parce que c'est dans la deuxième moitié de cette équation que les calculs deviennent vraiment extraordinaires. Parce que l'Iran n'a pas encaissé l'opération Tuska en silence. Le 20 avril, des sources militaires iraniennes ont confirmé, par l'intermédiaire de l'agence Tasnim et de déclarations du commandement naval du corps des gardiens de la révolution islamique, que l'Iran avait lancé des frappes coordonnées de drones kamikazes contre des navires de guerre américains opérant dans le golfe d'Oman en représailles directes à la saisie du Tuska. Le Pentagone a appliqué des protocoles de blackout informationnel, rendant impossible à partir de sources ouvertes une évaluation précise des dommages. Et une fois que les représailles entrent dans l'équation, la vieille habitude trumpienne de proclamer la force d'abord et d'expliquer les conséquences, ensuite ressemble moins à de l'assurance qu'à un service de facturation que personne ne veut rencontrer. Mais le fait opérationnel, lui, n'est pas contesté. L'Iran a tiré sur des bâtiments militaires américains dans les eaux internationales. Les forces américaines ont tiré sur un navire iranien. Les deux camps ont maintenant franchi le seuil que tous les planificateurs militaires définissent comme un engagement bilatéral direct. Ce n'est pas une guerre par procuration. Ce n'est pas un missile-outil tiré depuis le Yémen, ni une roquette du Hezbollah lancée depuis le Liban. C'est le militaire de la République islamique d'Iran qui tire sur des navires de la marine des États-Unis, et c'est la marine des États-Unis qui tire sur un navire battant pavillon iranien dans la même fenêtre de 24 heures, dans la même étendue d'eau. Faites les calculs de ce que signifie le franchissement de ce seuil. Depuis une semaine, la logique opérationnelle de ce conflit reposait sur une hypothèse précise. Malgré l'intensité de la campagne aérienne, malgré le blocus naval, malgré les échanges de missiles, les deux armées ne s'engageraient pas directement en mer. Cette hypothèse constituait le plancher sous tous les calculs des marchés de l'énergie, toutes les estimations de calendrier diplomatique et tous les modèles de risque que les investisseurs institutionnels faisaient tourner. Le plancher vient de disparaître. Les planchers ont tendance à disparaître encore plus vite quand la politique est livrée au rythme d'un rassemblement électoral et avec la discipline d'un micro laissé ouvert en direct. Quand les planchers institutionnels disparaissent, les capitaux bougent. 38, 68 milliards de dollars ont afflué vers les fonds du marché monétaire en une seule semaine, les investisseurs se réfugiant dans les liquidités avant le Tuska. L'actif total des fonds monétaires a atteint 7,86 billions de dollars. Il ne s'agit pas de petits investisseurs pris de panique. Il s'agit des allocateurs de capitaux les plus sophistiqués de la planète qui portent un jugement collectif selon lequel ils sont incapables d'évaluer la trajectoire du risque géopolitique. L'engagement du Tuska a désormais rendu cette trajectoire de risque plus abrupte, plus rapide et moins prévisible que tout ce que leur modèle prenait en compte la semaine dernière. Et c'est ici que les calculs atteignent directement votre portefeuille. Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 6-4% dans la foulée immédiate des nouvelles sur le Tuska, passant de moins de 83 $ à 87, 88 $ le baril en une seule séance. Chaque hausse de 10 $ du brut se traduit par environ 24 cents le gallon à la pompe. Une hausse de 4% à partir des niveaux actuels, ce n'est pas 10 $. C'est le tout début d'un mouvement de réévaluation dont l'ampleur complète dépend de ce que les frappes de drones iraniennes ont réellement infligé aux actifs navals américains. Une information que le Pentagone n'a pas rendue publique. Les marchés savent évaluer la peur, la perturbation et le risque de guerre. Ce qu'ils ont encore du mal à évaluer, c'est une culture politique qui confond l'improvisation avec la stratégie et appelle ça de la fermeté devant les caméras. Les marchés évaluent l'incertitude. Et l'incertitude se paie toujours plus cher que la certitude, peu importe la direction. La dimension des engrais, c'est celle que les chaînes d'information n'atteignent jamais. Hormuz assure le passage de 40 à 50% de l'urée échangée dans le monde, le principal engrais azoté dont dépendent les systèmes agricoles de la planète. Quand Hormuz ferme, ou quand sa prime de risque opérationnel grimpe au point où les compagnies maritimes commencent à contourner la zone, les prix des engrais suivent dans quelques semaines. Les prix des engrais déterminent les décisions de semis. Les décisions de semis déterminent l'offre alimentaire 6 mois plus tard. La prévision révisée du Fonds monétaire international pour la croissance du produit intérieur brut mondial en 2026 a baissé de 4% à 1%, décrite comme un passage tout près d'une récession mondiale, a été établie avant le Tuska, avant que l'Iran ne tire sur des navires américains, avant que le plancher ne disparaisse.
Le Programme des Nations Unies pour le développement a déjà publié les chiffres en aval. 8 millions de personnes dans la région Asie-Pacifique font face à un risque direct de pauvreté en raison de la hausse des coûts du carburant et de l'alimentation générée par ce conflit. 162 pays touchés. 299 milliards de dollars d'impact économique estimé pour la seule région Asie-Pacifique. Ces projections ont été produites avant l'engagement naval bilatéral direct. Recalibrez-les à la hausse. C'est tout le problème d'une géopolitique chargée en slogans. Les applaudissements arrivent tôt et la facture arrive plus tard, en nourriture, en carburant et en frais. Voici le problème structurel que l'engagement du TUSCA a désormais rendu visible à tous les ministères de la Défense et de l'Énergie sur Terre. Le blocus naval américain des ports iraniens exige pour fonctionner une menace crédible et soutenue d'application par la force. Le tir de l'USS Prudence sur le TUSCA, c'est cette application qui devient réelle. Mais les représailles iraniennes par drone contre des navires de guerre américains, c'est la contre-application qui devient tout aussi réelle. Et dans un environnement d'échange de coûts où un drone kamikaze coûte 30 000 $, alors que le navire qu'il vise représente des milliards de dollars d'investissement naval américain et d'engagement politique, les mathématiques d'un engagement naval bilatéral soutenu dans une voie d'eau confinée ne favorisent pas le camp qui possède les navires les plus coûteux. C'est l'échec du ratio coût. Échange dans sa forme navale. Il s'avère qu'une doctrine de campagne du genre « frapper plus fort, expliquer plus tard » paraît beaucoup moins impressionnante quand la riposte coûte peu, arrive vite et ne s'intéresse pas vraiment au langage des sondages. Nous l'avons vu avec le Rich Starry, un pétrolier civil qui a traversé 15 navires de guerre américains sans être stoppé parce que le coût diplomatique de l'intercepter dépassait l'avantage stratégique. Le TUSCA, lui, a été stoppé. Mais la réponse iranienne par drone à cet arrêt a maintenant créé un nouveau calcul. Quel est le coût de l'application du blocus contre chaque navire qui tente de le forcer, si chaque action d'application produit une frappe de drone en représailles contre des actifs navals américains? Un blocus qui riposte est un instrument stratégique fondamentalement différent d'un blocus qui se contente d'avertir et de refouler. Et la marine qui essuie des tirs en retour opère désormais dans un environnement de risque qu'aucun groupe aéronaval n'a été conçu pour soutenir indéfiniment dans une étendue d'eau confinée face à un adversaire disposant d'un approvisionnement pratiquement illimité. En munitions kamikazes, c'est marché. Les États-Unis ont actuellement 3 groupes aéronavals, l'USS Gerald Ford, l'USS Abraham Lincoln et l'USS George H.W. Bush, déployés simultanément dans ce théâtre. Cette concentration de puissance navale est sans précédent historique en dehors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle l'est aussi par le niveau d'exposition au profil de menaces précis que l'Iran a désormais démontré qu'il emploiera sans hésitation. 3 groupes aéronavals peuvent projeter une force immense, mais même autant d'acier ne peut pas sauver une stratégie de communication fondée sur l'idée qu'il faut d'abord avoir l'air dominant et compter les coups de second ordre après. Il n'y a pas de retour possible après le 19 avril. Le premier tir a été effectué. Les représailles ont été lancées. Le seuil de l'engagement naval bilatéral a été franchi. Et aucun communiqué de presse ni aucun canal diplomatique discret ne peut l'effacer. Chaque navire qui tente maintenant de transiter par le golfe d'Oman, chaque négociant en énergie qui évalue le risque Hormuz, chaque gestionnaire de fonds souverains qui décide s'il faut conserver des titres du Trésor américain dans un environnement où le mécanisme du pétrodollar est mis à l'épreuve en temps réel, tous opèrent désormais dans un monde d'après TUSCA. L'équilibre a disparu, le plancher a disparu, et les 20 et 1 million de barils par jour dont l'économie mondiale a besoin pour fonctionner transitent par une étendue d'eau où 2 armées viennent de se tirer dessus. Et une fois que les tirs commencent, même le tour d'honneur le plus assuré, à la manière de Trump, finit par sonner comme un homme qui essaie de parler plus fort qu'un chiffrier. Les chiffres ne mentent pas. Un navire, un canon, une riposte, 20 et 1 million de barils. Les chiffres racontent toujours l'histoire. Les gens autour de vous vont bientôt le sentir dans leurs factures d'essence et sur leurs reçus d'épicerie, et ils ne comprendront pas pourquoi. Maintenant, vous le savez. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez compte de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.